les réactifs disparaissent et l'acide se forme. Donc le milieu neutre va s'acidifier, va s'acidifier de l'éthyl. Ça veut dire que ça va devenir acide. Par conséquent, son pH va augmenter. Elle va diminuer du moins. Son pH va diminuer. Voilà la première question. Que à un certain temps, on trouve alors un pH de cet acide. Donc cet acide va être nommé AH. Donc on a une solution de AH. Donc le pH va être égal à 2,2 à la température ordinaire qui est 25 degrés Celsius. On dit, après avoir mesuré le pH, on trouve que cette chose a une concentration égale à 3 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Donc la concentration de cette solution acide est égale à 3 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. On demande de calculer alors les valeurs des constantes Ka et pKa. Donc il faut d'abord poser l'équation de dissociation de l'acide. On pose petit 2 de dissociation de l'acide AH. Comme AH est un acide carboxylique, et nous savons que les acides carboxyliques sont des acides faibles, donc leur dissociation dans l'eau va être partielle. Donc on prendra AH plus de l'eau, il va donner de façon partielle aux ions H3O+, et à sa base conjuguée qui est A-. On accompagne par l'autoprotolyse de l'eau. Donc deux molécules d'eau vont passer partiellement à une mol d'ion H3O+, plus une mol d'ion H-. On va calculer les constantes. Le calcul des constantes Ka et pKa du couple acide-base, c'est-à-dire AH bar A-. On va commencer par définir c'est quoi Ka. Donc, on dira par définition, on a Ka égale à la concentration des ions hydronium H3O+, fois la concentration de la forme basique qui est A- sur la concentration de la forme acide qui est AH. Voilà la définition de la constante d'acidité d'un couple acide-base dans une solution aqueuse. Alors il faut calculer les concentrations de ces espèces et après faire l'application numérique. Donc on va calculer les concentrations des espèces. Calcul. Alors nous connaissons déjà le pH du milieu réactionnel qui est égal à 2,2. On pourra alors calculer les concentrations des ions hydronium H3+. On dira alors du pH. On a la concentration de l'ion hydronium H3+ est égale à 10 puissance moins pH, ce qui doit être égal à 10 puissance moins 2,2. Donc la concentration de l'ion hydronium H3+ est égale à 10 puissance moins 3 multiplié par 10 puissance 0,8. Et 10 puissance 0,8 est égal à 6,3. Ce qui fait 6,3 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Donc nous avons la concentration de l'ion hydronium qui est égale à 6,3 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. On vient au niveau du produit ionique de l'eau KE. Donc le KE, la concentration de l'ion hydronium, de l'ion hydroxyde OH- est égale à KE sur la concentration de l'ion hydronium H3+. Comme nous sommes à 25 degrés Celsius, K est égal à 10 puissance moins 14. Donc on a 10 puissance moins 14 sur la concentration de H3+, qui est égale à 6,3 fois 10 puissance moins 3. Après simplification, on a la concentration de H égale à 1 divisé par 6,3, le tout fois 10 puissance moins 11.
ce qui va être égal 8 fois 10 puissance moins 1. Donc ce qui va faire 1,58 fois 10 puissance moins 12. Donc la concentration des H. On reviendra maintenant au niveau de l'électroneutralité de la solution, qu'on note par abréviation ENS. Il dit que dans une solution ionique, la somme des concentrations des ions positifs doit être égale à la somme des concentrations des ions négatifs, et sa concentration doit être multipliée par la valeur absolue de sa charge. Donc ici, dans cette solution, nous avons comme ion positif seulement H3+, et nous allons avoir comme ion négatif les ions H- et la forme basique qui est A-. Mais en voyant ces concentrations, on voit que la concentration de l'ion hydroxyde HO- est doublement inférieure à la concentration de l'ion hydronium H3O+. Ça veut dire qu'on peut négliger HO- devant H3+. Par conséquent, la concentration de l'ion hydronium doit être essentiellement égale à la concentration de la forme acide A-, ce qui va être égal à 6,3 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Et on revient au niveau de la conservation de la matière parce que la concentration initiale est donnée. Donc on dira de Cm, on a la concentration initiale Ca égale à la concentration de la forme acide AH plus la concentration de la forme basique A-. Et de là on tire la concentration de la forme acide AH. AH va être égal à la concentration initiale Ca moins la concentration de la forme basique qui est A-, ce qui va être égal. Ca ici c'est 3 fois 10 puissance moins 2. Donc on a 3 fois 10 puissance moins 2 mol par litre moins 6,3 fois 10 puissance moins 2. La forme acide AH égale à 3 fois 10 puissance moins 2 moins 6,3 fois 10 puissance moins 3. En mettant 10 puissance moins 3 en facteur, on aura 30 moins 6,3. Ce qui va être égal à 27,3 ici. 23,7 fois 10 puissance moins 3. Ce qui va être égal à 2,37 fois 10 puissance moins 2. Donc la concentration de la forme acide AH va être égale à 2,37 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Connaissant les concentrations de ces trois espèces, on pourra mettre l'application numérique au niveau de Ka. Ka va être égal à la concentration de la forme acide, la ion H3+, qui est égale à 6,3 fois 10 puissance moins 3 multiplié par la concentration de la forme basique. La même chose ici, la même concentration. Donc 6,3 fois 10 puissance moins 3 divisé par la concentration de la forme acide qui est égale à 2,37 fois 10 puissance moins 2. Alors ça peut être égal à 6,3 au carré fois 10 puissance moins 6, le tout divisé par 23,7 fois 10 puissance moins 3. Donc Ka du couple AH bar A- va être égal. Après le calcul, on trouve ici 1,77 fois 10 puissance moins 3. Voilà la valeur de la constante d'acidité Ka ici. Le pK maintenant, par définition aussi, on dit que le pKa est égal à moins log de Ka. Dans la connaissance Ka, on fait l'application numérique. pKa égale à moins log de 1,67 fois 10 puissance moins 3, ce qui va être égal à 3 moins log de 1,67. Donc on aura le pKa du couple qui va être égal. On va calculer les constantes Ka et pKa. L'acide dont il est question va être un des dérivés de l'acide AH, dans lequel on va remplacer un atome d'hydrogène par un atome de chlore. Alors cette solution de ce dérivé de cet acide a un volume égal à 300 ml et contient 977 mg de ce solide AH. On demande quelle est la formule de l'acide AH. Alors ici, il
faut d'abord retrouver la formule de AH, ensuite remplacer l'atome d'hydrogène par l'atome de chlore. Alors on va calculer la masse molaire ici, connaissant le volume et la masse expérimentale. On détermine d'abord la concentration. On va dire ici détermination de la formule brute. De AH. Alors il faut d'abord calculer sa masse molaire. Et pour calculer sa masse molaire, il faut d'abord déterminer sa concentration ici. Donc on pose l'équation de dissociation. On a dit que AH va réagir avec de l'eau pour donner de façon partielle à H3 plus A-. Alors ici, on va dire que la quantité de matière de AH est égale à la quantité de matière également de AH en solution cette fois-ci. Cela veut dire ici que la quantité de matière de AH à l'état solide, c'est-à-dire avant la solution, c'est la petite masse de AH sur la grande masse de AH, ce qui va être égal à sa concentration si c'est en solution de AH multiplié par le volume PA. Et la concentration de la solution a été déjà donnée égale à 3 fois 10 puissance moins 2. Donc on peut tirer la masse molaire. Cela veut dire que la masse molaire de AH va être égale à la petite masse de AH sur la concentration de AH multipliée par le volume BA. Alors on fait l'application numérique. La grande masse de AH va être égale. La petite masse, c'est 977 mg. On a 977 mg sur la concentration, c'est-à-dire 3 fois 10 puissance moins 2 multiplié par le volume B à 300 ml. Ici, il n'y a pas de conversion parce que la masse expérimentale est en milligrammes et le volume est en millilitres. Donc, les deux vont se simplifier. Alors, on va avoir ici une masse molaire de AH 77 divisé par 3 fois 0,3, 30 fois 3 ici. Non, 3 fois 3, ça fait 9. On va trouver l'égal. La masse molaire de AH, on va déterminer alors sa formule. AH va être égal à quoi? On a dit que nous avons la formule des acides carboxyliques en fonction de N qui est CnH2n plus 1, liaison COOH. On a pris un atome d'hydrogène ici qu'on a remplacé par un atome de chlore. En le faisant, la nouvelle formule va devenir CnH2n plus O, ou bien liaison tout pour Cl et COOH. Voilà notre composé AH ici. Donc on calcule la masse molaire de AH en fonction de N. Là on aura 12N plus 2N plus 35,5 plus le CO2 c'est 44 plus 1 ça va faire 45. Donc le tout va donner ici à 14N plus ça va faire 70. Donc ce qui va être égal à 108,55. Donc, c'est bon. Dans la formule de carboxylique, on aura ici CN, H2N, liaison Cl et liaison Cl et COOH. Donc, on va calculer sa masse molaire en fonction de N. La grande masse de AH va être égale à la grande masse de CN, H2N, Cl, COOH. Va être égal. On a 12N plus 2N, ça va faire 14N. Plus le chlore c'est 35, c'est 4. Le CO2 c'est 44. Et hydrogène 1. Tout va faire ici 80,5. Donc, la masse molaire de AH étant égale à 108,55. Ce qui va être égal à 14N plus 80,5. De là, on dit N va être égal ici à 108,55 moins 80,5 divisé par 14. Voilà la valeur de N ici. 28,05
formule de AH, on va remplacer 1 par 2. On aura ici donc le C2, hydrogène ici, 2 fois 2, 4. 4 plus 1, ça va faire 5. Donc on aura H5. On a Cl. Et d'abord on a C3 ici. C3, H5, Cl, O2. Ou bien on peut noter comme ça. Le C2, H4, Cl, COOH. Donc c'est la formule. Et comme il s'agit d'un acide carboxylique, on peut alors l'appeler ici acide monochloro-propanoïque. Son nom c'est acide monochloro-propanoïque. Propanoïque parce que nous avons trois atomes de carbone dans la molécule. Donc voilà la formule brute de AH ici. Aussi de AH ici et leur nom, c'est-à-dire de les nommer aussi. Donc voilà la toute première formule de AH. Ça va être ici le CH3, liaison CH-Cl et liaison COOH. D'abord le premier atome de carbone c'est le carbone fonctionnel, le deuxième et le troisième. Donc le chlore ici est le deuxième atome de carbone. Donc son nom va être quoi? Acide chloro de propanoïque. On dira acide 2 chloropropanoïque si possible. 2 chloropropanoïque. Voilà la toute première formule. La deuxième formule c'est quoi? C'est de remplacer le chlore là, l'amener sur le troisième atome de carbone ici. Donc on aura le CH2, Cl, liaison CH2 et liaison COOH. Donc ça va être quoi? Ça va être acide 3 chloropropanoïque. Acide 3 chloropropanoïque. Voilà les deux formules semi-développées qu'on peut appeler isomères aussi. Alors de cet acide AH. Pour décider entre les deux formules A, quelle est la formule exacte de AH, sachant que AH est chiral. On va voir entre ces deux molécules. Quelle est la molécule qui est chirale ici? Et pour savoir qu'une molécule est chirale, il faut obligatoirement que cette molécule contienne un carbone asymétrique. Alors en moyenne, ces deux molécules-là de AH, c'est la première molécule qui est chirale, autrement dit qui contient un carbone asymétrique, qui est le carbone en alpha, autrement dit le carbone numéro 2. Et on a dit qu'un carbone asymétrique, c'est quoi? C'est tout atome de carbone lié à 4 atomes ou groupes d'atomes tous différents. Alors en moyenne, ce carbone en alpha ici, il est lié à 4 atomes ou 4 groupes d'atomes tous différents. Le premier c'est CH3 qui est différent du deuxième hydrogène, qui est différent du troisième Cl le chlore, qui est différent de la fonction acide COOH. Donc ce carbone là alors est bel et bien un carbone asymétrique. Par conséquent, la molécule nommée acide 2 chloropropanoïque est bel et bien une molécule chirale. Donc on va précision de AH. Qu'elle est chirale, c'est-à-dire la molécule est chirale. Donc on va dire ici, ça veut dire que AH doit appartenir à un carbone asymétrique ou contenir un carbone asymétrique. Donc on note AH, le carbone asymétrique ici, on a C, en bas je mets le chlore, il y a l'hydrogène ici, en gauche il y a le CH3 et en droite il y a le COOH. Donc le carbone là est un carbone asymétrique. On demande maintenant de donner ces isomères possibles pour la représentation des grammes dividiques. Donc représentation des grammes. Représentation des grammes de AH. Voilà donc, je mets le carbone ici. J'ai le CH3 qui est là. Le chlore qui est la base va être lié au carbone central par un triangle plein et embrassant bien sûr l'observateur à ce niveau. Donc, le CH3 qui est là va être lié au carbone central par un triangle plein comme l'hydrogène aussi, qui seront dans le plan.
barre ici qui va constituer la base du solide. Et enfin, la fonction acide COOH, alors va être en arrière du plan. Donc ça va être le carbone central par un triangle assuré. Donc c'est le COOH ici. Il y a un miroir plan qui est là. Le carbone asymétrique va garder sa position initiale ici. L'hydrogène va garder sa position, mais cette fois-ci, à la place de CH3, c'est le COH qui va être là. Donc lui, il va venir ici. Là, on aura le HOOC qui va être là. Et le chlore aussi ne va pas changer de position. Donc, lui aussi va être là. Donc, on aura l'atome de chlore ici. Et en dernière position, c'est le CH3COH qui va être le CH3 qui va être ici. Voilà ce qu'on appelle la représentation des grammes ici. Le sucre constitue NaOH, une concentration massive de 2,8 g par litre. Il faut alors mélanger avec la solution de AH de volume égal à 20 cm3 pour que le pH de mélange soit égal à 2,78. Sachant que la concentration de l'acide a été toujours donnée, Ca égale à 3 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Là, on va faire l'équation bilan de la réaction acido-basique ici. Donc, on pose l'équation de la réaction acido-basique. Alors, ici, AH est un acide faible en solution et peut être représenté que par sa propre molécule. Donc, nous allons prendre ici le CH3, liaison CHCl et liaison COOH comme AH, plus la base forte NaOH en solution qui est représentée par les ions HO-. Alors, ça va donner de façon totale parce que c'est une réaction acido-basique. L'acide là-bas, c'est un proton H plus à la base. Donc, ça va donner le CH3, les CO- plus de l'eau. Voilà, on va maintenant calculer le volume de la base ici. Calcul du volume BB de la base. Donc, ici, nous avons une réaction entre un acide faible et une base forte. Alors, nous connaissons le pK déjà calculé, nous connaissons le pH, donc on va utiliser ce qu'on appelle l'inversion ici. D'après cette relation d'inversion, autrement dit, la relation utilise le pH sur pKa. Donc, pH égale pKa plus log de la concentration de la base sur la concentration de l'acide ici. Alors, ici, on a dit qu'on peut remplacer le rapport de concentration par le rapport de quantité de matière. Donc la concentration de la base sur la concentration de l'acide peut bien égale à la quantité de matière de la base sur la quantité de matière de l'acide. Par conséquent, on dira que le pH est égal au pKa plus log de la quantité de matière de la base sur la quantité de matière de l'acide. Mais ici, la quantité de matière de la base va être égale à quoi? Ici, la base est forte, ça doit être égal à CB fois BB. Et la quantité de matière de l'acide, l'acide ici est faible, donc l'acide va se conserver. Donc, ça doit être égal à Ca fois Ba moins CB fois BB. Alors, je remplace, je le pH ici égal au pKa plus log de CB BB sur CABA moins CBB aussi. Mais le constat que je fais ici, c'est que le pH est égal au pKa. Parce qu'on a prouvé que le pKa est égal à 2,78 et le pH aussi est donné égal à 2,78. Donc si tel est le cas, donc pour pH égale pKa, on a le radical là-bas est égal à 0. Donc on a CBBB sur CABA moins CBBB. Le radical va être égal à l'unité parce que l'autre est égal à 0. En fait, d'abord, le calcul des extrêmes, on aura CBBB qui va être égal à CABA moins CBBB. En
En transférant le point CBB au premier membre, on aura 2 fois CBBB qui va être égal ici à CABA. Et là, on tire BB. BB va être égal à CABA sur 2 fois CB. Alors ici aussi, il faut déterminer CB. Nous ne connaissons pas CB. On va dire que CB est égal à la quantité de matière de la base sur le volume de la solution. Mais la quantité de matière de la base ici, c'est la petite masse de la base divisée par la grande masse de la base. Le tout sur le volume de la solution. Nous avons une fraction divisée par un nombre. On multiplie la fraction par l'inverse de ce nombre. Donc on a la petite masse de la base sur la grande masse de la base multipliée par l'inverse du volume de la solution. Là nous avons le produit de deux fractions. La multiplication étant commutative, on dira que CB égale à 1 sur la grande masse de la base multiplié par la petite masse de la base sur le volume de la solution. Le rapport entre la petite masse de la base et le volume de la solution définit la concentration massive ici. Donc, j'écrirai que MB sur B de la solution est égal à CM, d'où CB va être égal à CM sur la grande masse de la base. Alors, en remplaçant, si on veut recalculer de façon séparée, on fait l'application numérique, CB va être égal. CM donné, c'est 0,8 g par litre. On a 0,8 g sur l'acide caustique Na, le sodium c'est 23, oxygène 16, 16 ça fait 17, 17 plus 23 ça va faire 40. Donc on a 40 g ici par mol. Ce qui va être égal à 8. On a 8 fois 10 puissance moins 1 sur 4 fois 10. Alors ça va être égal, 8 divisé par 4 ça va faire 2. Ici on a 10 puissance 5, quand ça va faire 2 moins 1. Donc on a 2 fois 10 puissance moins 2. Donc c'est 2 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Alors, on fait l'application numérique au niveau de BB. BB va être égal CA, c'est 3 fois 10 puissance moins 2, multiplié par B à donné. B à donné, c'est 20 cm3, puis je ne vais pas déranger, sur 2 fois BB. BB est CB. CB ici, c'est 2 fois 10 puissance moins 2 aussi. Donc, après simplification, BB va être égal, les deux vont partir ici. On a 2 fois 10, ça fait 30. Je vais avoir 30 sur 2. Alors, la distance moins 2 ici, on s'est simplifié. Donc, c'est 30 demi égale à 15 cm3. Donc, le volume B est égal à 15 cm3. On peut appeler la demi-équivalence. Comme le pH est le plus carré, donc le mélange des tampons. À la demi-équivalence, le volume de la base utilisée va être égal à 15 cm3. Nous dit ceci. Nous avons deux ampoules qui sont là. Une ampoule contenant un acide carboxylique de quantité de matière 0,1 mol. Et la deuxième ampoule contient également de l'alcool ici. Et quantité de matière aussi 0,1 mol. On a alors mélangé ces deux ampoules dans un tube. À un moment donné, on a retiré ici. Alors un des réactifs de ces ampoules a été retiré. Alors l'acide restant a été posé par l'acide caustique. Alors il y a un volume noté BB. Nous avons alors donné ce tableau qui est là. Dans ce tableau, nous avons le temps en heure. Nous avons le volume de la base en cm3. Nous avons Y qui représente la quantité de l'acier formé. Et nous avons X en mol qui représente la quantité de l'acide restant. On demande alors de compléter ce tableau. Alors, la première question d'abord, c'est de poser l'équation de la réaction. Donc, on pose l'équation de la réaction. Équation de la réaction. Alors ici, on prend l'acide carboxylique de formule R liaison COOH plus l'alcool de formule R' liaison OH. Ça va donner de façon partielle ici un ester. Pour la formation de l'ester, l'acide ici va libérer l'hydrogène et
et l'alcool va libérer le groupement OH. Donc à la place de l'acide, c'est R qui va se fixer. Donc on aura R, liaison COO, liaison R' plus de l'eau. On demande de donner les caractéristiques de cette réaction. Alors cette réaction, appelée acidification directe, a 4 caractéristiques principales. La première caractéristique de la réaction, elle est lente. La deuxième, elle est réversible. La troisième, elle est athermique. Et la quatrième, elle est limitée. Voilà les 4 caractéristiques de cette réaction qu'on peut appeler acidification. Tableau, il faut alors passer par ce qu'on appelle la conservation de la matière, connaissant les quantités de matière initiale et sécurité égale à 0. Donc le CM en fonction de l'acide A, on va dire ici que la quantité de matière initiale de l'acide est égale à la quantité disparue de l'acide plus la quantité restante de l'acide. Ici, la quantité initiale de l'acide est donnée, la quantité restante de l'acide aussi doit être calculée et sa quantité disparue, c'est la quantité de l'ester. Alors ici, on va tirer la quantité disparue de l'acide. Donc la quantité disparue ND de l'acide va être égale à la quantité initiale de l'acide moins la quantité restante de l'acide. Ça c'est une première formule. D'après l'équation, on dira que la quantité de l'acide qui disparaît, c'est cette quantité qui donne naissance à ester. Donc la quantité disparue de l'acide est égale à la quantité formée de l'ester. Donc en remplaçant ici, on aura la quantité de l'ester en fonction du temps va être égale à la quantité initiale de l'acide moins la quantité restante de l'acide en fonction du temps. Voilà cette expression qui est là. On va le remplacer les lettres par leurs valeurs. L'ester en fonction du temps égale à la quantité initiale de l'acide moins la quantité restante de l'acide en fonction du temps. Mais cette quantité restante n'est pas connue, il faut déterminer. Donc calcul de la quantité restante. Calcul de la quantité de l'acide restant. Dans ce cas, il faut passer par l'équation de neutralisation. Donc, équation de la réaction acido-basique. Équation de la réaction acido-basique. Alors, on va prendre ici l'acide restant. Donc, l'acide R liaison COOH plus l'acide phosphorique qui est une solution de OH-. Alors, ça va donner ici à R liaison COO- plus de l'eau. Donc d'après l'équation, comme il s'agit d'une neutralisation, on aura la quantité de matière de l'acide égale à la quantité de matière de la base. Donc la quantité de matière de l'acide égale à la quantité de matière de la base égale à la concentration de la base fois aussi le volume de la base. On a signalé que la concentration de la base ici est égale à 1 mol par litre. Donc ça veut dire que la quantité de matière restante de l'acide en fonction du temps doit être égale au volume de la base aussi en fonction du temps. On revient maintenant dans le tableau. Voilà, le volume de la base pour T égale à 1 heure égale à 86. Donc les 86 là vont représenter la quantité de matière de l'acide restant. Donc on va avoir ici 86 cm3. Donc on va avoir maintenant en millimol. Donc on aura 86 millimol. Ici c'est en mol, donc on aura 86 fois 10 puissance moins 3. Ici aussi pour T égale à 9, le volume de la base c'est 76. Et comme le volume de la base ici représente la quantité de matière à la même date, donc
on aura ici 76 fois 10 puissance moins 3. Parce que 1 mol égale à 1000 millimol. Donc, 1 millimol égale à 10 puissance moins 3 mol. Voilà pourquoi. Et on aura ici 67 fois 10 puissance moins 3. Et on a 55 fois 10 puissance moins 3. Donc, je vais donner un exemple ici. La quantité de matière restante de l'acide à la date 1 heure est égale au volume de la base à la date 1 heure. Alors, ce qui va être égal à 86 fois 10 puissance moins 3 millimol. Moins 3 mol de millimol. Est aussi égal au volume de la base à la date 2 heures. Et ce volume-là est égal à 76. Alors, on aura 76 fois 10 puissance moins 3 mol ici. Voilà, etc., etc. Nous allons maintenant calculer la valeur de Y qui est restée restante. Et on a dit moins la quantité restante de l'acide à la date T. Alors, on dira que la quantité de matière de l'ester à la date 1 heure va être égale à la quantité de matière initiale de l'acide ici, qui est 0,1 mol, moins la quantité de matière de l'acide à la date T. Donc, quantité restante, donc X à la date 1 heure aussi. Voilà, la quantité Y donc, pour 1 heure, va être égale à 0,1 mol, moins 86 fois 10 puissance moins 3, ce qui va être égal ici. Et ça va faire 0,086. Donc on a 0,1 moins 0,086. Pour Y, pour 2 heures, est égal à la quantité initiale 0,1 mol moins 76 fois 10 puissance moins 3 aussi. Ce qui va être égal à 0,1 moins 0,076. Voilà. Comme ça, il faut aller. Okay. Donc, ici, pour Y à la date T égale à 1 heure, c'est 0,1 moins 0,086, ce qui va donner 14 fois distance moins 3. Y T égale à 2 heures, ça fait 24 fois distance moins 3. 3 heures, 33 fois distance moins 3. 5 heures, 45 fois distance moins 3. Alors, on va les placer dans le tableau. Pour 1 heure, on a 14 fois 10 puissance moins 3. 2 heures, nous avons 24 fois 10 puissance moins 3. Voici les seules se forment. Pour 3 heures, on a 33 fois 10 puissance moins 3. Pour 5 heures, on a 45 fois 10 puissance moins 3. Et voilà le tableau est complété. Formation de l'ester. Pour date T égale à 2 heures, entre les dates T égale à 2 heures et T égale à 5 heures. Alors on définit la vitesse moyenne de formation. La vitesse moyenne de formation de l'ester entre les dates T1 et T2 doit être égale à la variation, comme c'est la formation qui donne plus, la variation de la quantité de matière de l'ester entre T1 et T2 sur la variation du temps. Cette vitesse va être égale à la quantité de matière de l'ester formée à la date T2 moins la date T1 sur T2 moins T1. Donc c'est la vitesse moyenne de formation de l'ester. Voilà la formule que nous allons utiliser ici. On va faire l'application numérique. La vitesse moyenne va être entre 2 et 5 heures, va être égale. On a déjà calculé dans le tableau. Pour T égale à 5 heures, c'est la grande quantité pour le second temps. On a 45 fois 10 puissance moins 3. 45. Et que l'ester obtenu lors de cette hydrolyse contient un pourcentage d'oxygène égal à 36,36. On demande de déterminer la formule brute de cet ester.
Donc, petit a, détermination de la formule brute de l'ester. De la formule brute de l'ester. En parenthèse E. Pour ce faire, il faut exprimer cette formule brute-là en fonction des N. Et les esters et les acides carboxyliques ont une même formule brute. Cette formule brute, c'est CnH2NO2. Donc, on va dire soit CnH2NO2, l'ester E. Alors, connaissant le pourcentage d'oxygène est égal à la masse molaire de l'ester et à la masse de l'oxygène de bénir fois 100 divisé par la masse molaire de l'ester. Et là, il faut tirer la masse molaire de l'ester. La masse molaire de l'ester va être égale ici à la masse atomique de l'oxygène fois 100 sur le pourcentage de l'oxygène. Alors, il faut déterminer la grande masse de l'ester. La grande masse de l'ester va être égale. Dans cette formule-là, l'oxygène est pris 2 fois. Donc, on a 16 fois 2, ça va faire 32. Donc, on aura 32 multiplié par 100 divisé par le pourcentage d'oxygène qui est égal à 36,36. On va trouver égal. Donc, ce calcul-là va donner 90 grammes par mol. Donc, la grande masse de l'ester qui est égale à la grande masse de CnH2NO2 qui n'est autre que le carbone c'est 12, l'hydrogène c'est 1. Donc, on a 12 N plus 2 N, ça va faire 14 N. 14 N plus 16 fois 2 égale à 32. Le tout va être égal à 88. C'est cette équation qu'il faut résoudre pour avoir la valeur de N. Alors N va être égal à 88 moins 32 sur 14. Ce qui va être égal 2 côté de 8, ça va faire 6. 3 côté de 8, ça va faire 5. Donc on a 56 divisé par 14. Ça va donner 4 ici. Donc la valeur de N c'est 4. Nous avons la formule brute de l'ester. Donc formule brute de E pour N égale à 4. On a C4 H2N. Donc on a 4 fois 2, ça va faire 8. Donc on a H8 et O2. Nous avons la formule brute de l'ester ici. On demande maintenant de donner les formules semi-développées possibles et leurs noms. Petit b. Développé possible. On appelle communément les isomères possibles de E et leur nom. Voilà, comme c'est un ester, il y a 4 atomes de carbone ici. Donc on peut avoir le CH3 liaison CH2, liaison COO et liaison CH3. C'est comme si j'ai fait réagir l'acide propanoïque et le méthanol. Donc son nom va être ici le propanoate de méthyle. Propanoate de méthyle. Parce qu'on dit que pour nommer un ester, son nom doit comporter 2 parties. La première partie c'est la partie acide et la deuxième partie c'est la partie alcool, le radical de l'alcool. Alors pour nommer, on prend le nom de l'acide carboxylique, on supprime le mot acide et on remplace la terminaison OI par oate. Donc au lieu de dire alcanoïde, on va dire alcanoate. Et le radical de l'alcool c'est un alkyle. Ici l'alkyle là c'est le CH3. Voilà pourquoi on a appelé le propanoate de méthyle. Alors le CH2, je l'amène vers le radical de l'alcool. Là je vais avoir ici le CH3, liaison COO, liaison CH2 et liaison CH3. C'est comme si j'ai fait réagir l'acide éthanoïque et l'éthanol. Là, l'ester obtenu va être appelé l'éthanoate de méthyle ou bien acétate d'éthyle. Donc, j'ai éthanoate d'éthyle. La troisième formule, je vais également déplacer
le CH3 qui est là, cette fois-ci, ça va devenir CH2 et je vais l'amener également, je vais l'ajouter sur vertical alcool. Là, je vais avoir ici H, liaison COO, liaison CH2, liaison CH2 et liaison CH3. J'ai toujours 4 atomes de carbone dans la molécule. C'est comme si j'ai fait réagir l'acide méthanoïque et le propanoate. Dans ce cas, je vais avoir ici le méthanoate de propyle. Méthanoate de propyle. Et en dernier lieu, je peux créer une ramification au niveau de. Donc, je vais avoir ici le H liaison COO, liaison CH, ramification CH3 et liaison CH3. Alors, je vais appeler ici le méthanoate d'isopropyl. Méthanoate d'isopropyl. Voilà. Ou bien, je peux aussi l'appeler méthanoate de méthylène-éthyle. Méthanoate de méthylène-éthyle. Ou bien, c'est le méthanoate de méthyle 1 ou de 1-méthyle, éthyle. Voilà les deux appellations. Donc, les 4 formules semi-développées qu'on appelle les 4 isomères de cet ester. Le deuxième exercice nous dit quoi? Que l'acide est réagi avec l'alcool, l'acide est nommé A et l'alcool est nommé C. Cet alcool C a une masse molaire égale à 46 grammes par mol. On demande les formules semi-développées de A et de C. Donc, on va dire ici détermination des formules semi-développées. De A et de C. Alors, je vais commencer par. Alors, je dirais ici la masse molaire de C qui est égale à la masse molaire de CnH2n plus N liaison OH. Je vais l'exprimer en fonction de N, la masse molaire en fonction de N. Donc, je vais avoir ici 12n plus 2n, ça va faire 14n, plus oxygène c'est 16, plus les 2 hydrogènes, ça va faire 18. Et le tout va être égal à 46. Je vais alors créer N ici. Alors, N va être égal à 46 moins 18 divisé par 14. Je vais trouver égal. J'ai 8 côté de 16, ça va faire 8. 1 de retenu plus 1, ça va faire 2. 2 au côté de 4, ça va faire 2. Donc, j'ai 28 divisé par 14. Ça va donner 2. Alors, c'est la valeur de N ici 2. Pour N égale à 2, c'est C. Donc, la formule semi-développée de C. C contient 2 atomes de carbone, donc c'est l'éthanol. Alors, je vais avoir le CH3, liaison CH2OH. Alors, c'est l'éthanol, tout alcool éthylique. Éthanol. Dans ce cas, comme toute la molécule comporte 4 atomes de carbone, si l'alcool lui seul a 2 atomes de carbone, obligatoirement l'acide aussi va contenir 2 atomes de carbone. Donc ça va être forcément l'acide éthanoïque ou l'acide acétique. Donc pour le CH3, on fait l'hydratation d'un alcène nommé A. Cette hydratation nous donne 2 composés B et B'. Entre les 2 composés B et B', c'est le composé B qui est prépondérant, qui est majoritaire. Alors on prend ces 2 composés B et B', on les soumet alors à une oxydation. On voit que B n'a pas réagi, donc B ne s'est pas oxydé. On prend le composé B' alors qui s'est oxydé, a donné un autre composé nommé D. Ce composé D peut réagir avec le réactif de Schiff. On demande ici de préciser la classe des 2 alcools B et B' et de donner la formule de A qui est l'alcène, sachant que A la contient 5 atomes de carbone. Et voilà, on va poser l'équation de la réaction d'hydratation de l'alcène ici. Nous savons que l'alcène là qui va donner alors 2 composés B et B'
par hydratation. P et B' ne sont autres que des alcools de classes différentes. Entre ces deux alcools, l'alcool qui a la classe la plus élevée, c'est l'alcool-là alors qui sera posé comme majoritaire. Ça, c'est selon la règle de Markov-Nikolov. Donc, on a dit que lorsque tu as impérativement deux alcools de classes différentes, entre ces deux alcools de classes différentes, l'alcool qui va avoir la classe la plus élevée, c'est l'alcool-là qui sera majoritaire. Et l'alcool qui va avoir la classe la plus faible ou la plus petite va être minoritaire ici. Donc, on a dit que B est majoritaire et B' donc forcément sera minoritaire. Donc, c'est B' là qui va avoir la classe la plus élevée. On prend ce composé B là, on le soumet à une oxydation. On voit que B là ne s'est pas oxydé. Si B ne s'est pas oxydé, ça veut dire que B est un alcool qui n'accepte pas alors d'une oxydation ménagère. Dans ce cas, B va forcément être un alcool tertiaire. Dans la classification des alcools, on a dit que les alcools se répartissent en trois classes. Il y a l'alcool primaire, l'alcool secondaire et l'alcool tertiaire. Un alcool primaire s'oxyde alors pour donner soit un aldéhyde si l'oxydation est complète ou bien un acide carboxylique si l'oxydation est complète. Quant à un alcool secondaire qui est la deuxième classe, alors lui il s'oxyde pour donner ce qu'on appelle une cétone. Mais les alcools tertiaires ne s'oxydent pas. Et l'exercice a donné que B ici qui est un alcool, alors on n'a pas accepté l'oxydation. Ça veut dire que B appartient à la troisième classe qui est un alcool tertiaire. Donc B est un alcool tertiaire. B n'étant pas oxydé, virgule, alors il est tertiaire. B' maintenant, qui s'est oxydé, a donné un composé D. Ce composé 2 là peut être un aldéhyde, tout comme peut être une cétone. Mais ce même composé 2 a réagi avec le réactif de Schiff. Nous savons que entre les aldéhydes et les cétones ne réagissent jamais avec les réactifs de Schiff. C'est seulement les aldéhydes qui réagissent avec les réactifs de Schiff. Donc si D là est un aldéhyde, obligatoirement B' ne peut être qu'un alcool primaire. Donc la classe de B' est un alcool primaire. Ça veut dire que l'hydratation de cette action alors donne un alcool tertiaire et un alcool primaire. Donc on va dire ici B' s'oxydant en D qui réagit. Le réactif de Schiff, virgule, D est un aldéhyde et obligatoirement B' est un alcool primaire. Donc nous avons retrouvé les classes de ces deux alcools. B alors est un alcool tertiaire et B' est un alcool primaire. On demande maintenant de donner la forme qui contient 5 atomes de carbone. Alors, A contenant 5 atomes de carbone, donc formule de A avec 5 atomes de carbone. Pour n égale à 5, on va avoir ici le C5 H10 que nous allons appeler le pentène. Donc A est un alcène, sa formule ici c'est le C5H10 qui est le pentène. On demande de donner les untés possibles de A et leur nombre. Alors, je sais que A là contient 5 atomes de carbone. Et comme c'est un alcène, il doit forcément y avoir la présence d'une double liaison. Donc je vais dire ici le CH2, double liaison CH, liaison CH2, liaison CH2 et liaison CH3. J'ai 1, 2, 3, 4 et 5. Comment je vais nommer ce corps-là? Je dois numéroter la chaîne principale
qui contient la double liaison. Et je dois commencer à numéroter cette chaîne à partir de l'extrémité la plus proche de la double liaison. Donc j'ai le carbone numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4 et le numéro 5. Donc j'ai le pentène 1 ici, ou le pentène N. Pentène 1. Ou bien j'ai le pentène N. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais déplacer la double liaison, je l'amène ici au deuxième atome de carbone. Là, je vais H, double liaison CH, liaison CH2 et liaison CH3. Toujours de ces deux extrémités, c'est l'extrémité qui est à gauche qui est plus proche de la double liaison. Donc là, le carbone numéro 1, voilà le numéro 2, et je vais avoir ici le pentène 2. Pentène 2 ou pentène 2N. Et je ne peux plus déplacer la double liaison, je vais maintenant passer à la ramification. Alors en passant à la ramification, je vais placer le quatrième atome de carbone là sur le troisième, en maintenant la double liaison sur le premier atome de carbone. Là, j'aurai ici le CH2, double liaison CH, liaison CH, ramification CH3 et liaison CH3. C'est 1, 2, 3, 4 et 5. Toujours le carbone numéro 1, c'est l'extrémité la plus proche de la double liaison. Alors ici, le troisième atome de carbone porte la ramification. Donc, je dirais ici, j'ai le 3-méthyl, j'ai le 8NN ou le butène 1, butène ou le butène 1, c'est-à-dire méthyl 3, butène 1 ou bien 3-méthyl butène. Et je prends également le CH3, je vais l'amener sur le deuxième atome de carbone ici. Donc je vais avoir le CHC, ramification ici CH3, liaison CH2 et liaison CH3. J'ai 1, 2, 3, 4, plus de 5 atomes de carbone. Cette fois-ci, c'est le carbone numéro 2 qui porte la ramification. Donc je vais appeler le 2-méthyl, alors butène. Butène ou butène 1. Je vais également déplacer la double liaison, je l'amène sur le deuxième atome de carbone. Là, vous aurez ici le CH3, liaison C, ramification CH3, double liaison CH et liaison CH3. C'est 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, c'est le carbone numéro 2 qui porte et la ramification et la double liaison. Donc, je dirais 2-méthyl, butène ou butène 2. Et enfin, il n'y a pas d'autre possibilité. Si je ramène la ramification sur l'autre atome de carbone, ça va révéler qu'il y a là, c'est de ramener la double liaison au niveau de CH3 ici. Donc je vais avoir ici le CH3, liaison CH, ramification CH3, liaison CH, double liaison CH3 ici. Et ça également, le carbone numéro 1 est là, le numéro 2, le numéro 3 et le numéro 4. Cette fois-ci, c'est le troisième atome de carbone qui va subir la ramification et le premier atome de carbone alors à la double liaison. Donc je dirais 3-méthyl, butène ou butène 1. Donc voilà les formules semi-développées possibles et leur nom pour n égale à 5. C'est demande ici donne le rendement de la transformation ou le passage de D à A. C'est-à-dire que lorsque A passe en D, qui est un aldéhyde, alors on a un rendement de la réaction. La réaction a un rendement égal à 10%. On demande de calculer A ici. Donc il faut poser l'équation de la réaction. Donc équation de la réaction. Alors, je prends A ici, je connais maintenant A qui contient 5 atomes de carbone. Donc, je vais prendre ici le C3 à 7
Non, ça serait pas bon. Je prends le C2, AC, liaison CH, double liaison CH2, plus de l'eau ici, qu'on appelle hydratation. Là, ça va donner le composé B directement, qui est un alcool primaire. Donc, je vais avoir ici le C3H7, liaison CH2OH, ici. Voilà. Donc, c'est l'alcool primaire ici, B. Ça, c'est A. Ça, c'est B. Le B, là, maintenant, va passer à D. Donc, le C3H7, liaison CH2OH, va réagir avec l'oxygène pour donner ici les deux atomes d'hydrogène vont capter un atome d'oxygène pour la formation de l'eau et un atome d'oxygène va remplacer aussi les deux atomes d'hydrogène. Donc, je vais avoir ici un acide carboxylique. Là, on a bien un aldéhyde. Donc, si c'est un aldéhyde, il va quitter directement. Donc, je vais avoir le C3H7, liaison CHO, plus de l'eau. Voilà, je vais multiplier l'oxygène là par 1 de l'eau. Donc, je vais poser l'équation bilan de la réaction ici directement. Pour poser l'équation bilan de la réaction, B est là, B aussi est là. Donc, j'ai B ici, et là, j'ai le composé D. Alors, je vais prendre A, qui est de C3H7, liaison CH2OH, plus d'abord de l'eau. Ah, il y a l'eau ici aussi, comme produit, et l'eau est là comme réactif. Donc, plus 1,5 d'oxygène, ça va passer à C3H7, liaison CHO. Je vais voir si l'équation est équilibrée. Le bilan de la réaction qui est là, nous avons A ici qui passe à D. Donc, on a le corps D ici. On demande de calculer la masse de A. Calcul de la masse de A. Alors ici, je vais définir le rendement. Le rendement ici de la réaction est égal à la quantité disparue. Alors de A multiplié par 100 divisé par la quantité initiale de A. Mais nous savons que la quantité disparue de A est égale à la quantité de D ici. Par conséquent, le rendement de la réaction va être égal à la quantité de matière de D divisé par la quantité de matière initiale de A, le tout multiplié par 100. Et la quantité de D, c'est la petite masse de D sur la grande masse de D. Le tout sur la quantité de A aussi, c'est la petite masse de A sur la grande masse de A, le tout fois 100. Là, j'ai le produit de deux fractions. Je multiplie la première par l'effet de la deuxième. Donc, le rendement va être égal ici à la petite masse de D sur la grande masse de D multiplié par la grande masse de A sur la petite masse de A et le tout fois 100. Alors, je vais tirer la petite masse de D ici. La petite masse de A va être égale à quoi? Après ça, pour mettre des extrêmes plus à sa place. Donc, je vais avoir ici à la petite masse de D multiplié par la grande masse de A sur le rendement est multiplié par la grande masse de D, le tout fois 100. C'est la masse de A qui va être égale. La masse de D, c'est 10 grammes multiplié par la grande masse de A. La grande masse de A ici pour être égale à 5. On a dit que c'est 5 masse 10. Alors 12 par 5 ça fait 60. 60 plus 10 ça fait 70. Donc il y a 70 ici. Sur le rendement c'est 8. Multiplié par la grande masse de D. D ici, on a enlevé deux atomes d'hydrogène. C'est la réaction d'hydratation, je veux dire, un alcool. Donc, je calcule. C'est effectuer l'hydratation de A pour avoir B. On a dit
Mais comme P est un alcool primaire, il peut être que le pentanol le pentanol moins 1. Donc, c'est le C3H7 liaison CH double liaison CH2. Ça veut dire que nous avons affaire ici au pentène. Donc, le pentène est là-bas, il y a avec de l'eau pour donner ici le pentanol. C'est le pentanol qui est là, qui est l'alcool. L'alcool là ici va subir l'oxydation mélangée pour donner l'aldéhyde correspondant. L'aldéhyde correspondant ici va être appelé le pentanal. Donc, maintenant faire le bilan, et faire le bilan de ces deux réactions pour avoir l'équation bilan. Autrement dit, pour avoir l'équation nous permettant de passer de A à D. Donc, c'est l'alcène A qui est là, qui va s'oxyder pour donner le pentanal qui est l'aldéhyde D ici. La masse de A, sachant que le rendement de cette réaction est égal à 8% et qu'on a obtenu une masse de pentanal qui est l'aldéhyde égale à 10 grammes. Donc, on a défini le rendement qui est égal ici à la quantité disparue de l'acide sur la quantité initiale de l'acide. De A. A n'est pas de l'acide, mais A est de l'alcène. Donc, mais d'après l'équation ici, la quantité de l'alcène qui disparaît, c'est cette quantité qui donne naissance à D. Donc, la quantité disparue de A à l'alcène égale à la quantité formée de D. On a remplacé cette quantité de l'alcène disparue par D. Donc, on a ND sur NA. Mais comme nous avons affaire avec les corps solides, donc la quantité de matière ici, c'est la petite masse sur la grande masse. On a donc le rapport de deux fractions. On multiplie la première fraction par l'inverse de la deuxième. C'est ce qu'on a appliqué ici. Jusqu'à avoir la masse de l'alcène qui est égale à la petite masse de D fois la grande masse de A sur le rendement de la réaction multiplié par la grande masse de D et le tout fois 100. La petite masse de D est donnée dans l'exercice, c'est 10 grammes. On a calculé la masse de l'alcène, c'est 70 pour n égale à 5. Et la grande masse de D qui est l'aldéhyde doit être égale à 96 grammes par mol. Et là aussi, c'est 70 grammes par mol. Maintenant, on a fait l'application numérique. On a 10 fois 70, le fois 100 sur 8 fois 86. Donc, 70 fois 10, ça fait 700. Donc, on a 700 divisé par 8 fois 86 et le tout multiplié par 100. Donc, c'est égal à la masse de C4 à 9 liaison CH, non, C3 à 7 liaison CH et double liaison CH2 ici. Ça va être égal, on calcule. L'alcène obtenu avec un rendement de 8%, c'est 101,74 grammes. Donc, dans un exercice, lorsque le rendement est donné, il faut utiliser les quantités de matière. Le rendement, par définition, c'est la quantité du réactif limitant fois 100 sur la quantité initiale du même réactif. C'est pourquoi ici, dans la première définition, on a ND de l'alcène fois 100 sur N initial de l'alcène. D, ça veut dire disparu. Du composé D qui est l'aldéhyde, on constate la présence d'un autre composé nommé E, mais qui est l'acide cette fois-ci. On demande de préciser la formule de l'acide et de donner son nom. Nous savons que l'aldéhyde là, alors peut aussi s'oxyder pour donner directement l'acide carboxylique. Donc il est question de donner ici l'acide correspondant à l'aldéhyde. Et comme l'aldéhyde a été appelé pentanol, le pentanal je vais dire, alors l'acide carboxylique correspondant va être appelé ici acide pentanique. Donc la formule de E va être le C, si je veux prendre le C4H9 liaison COOH, on va appeler acide pentanique. Donc le nom c'est acide pentanique. Acide pentanique. La dernière question, on dit qu'on fait réagir 2,04 g de l'eau qui est l'acide sur 0,80 g d'une base forte qui est la sulfosite. On demande si cette expérience-là peut nous permettre de vérifier la formule de A. On va poser l'équation de la réaction d'abord. Donc, vérifions que on va montrer, montrons que cette expérience permet
de vérifier la formule de E. La formule de E, donc l'acide. Qu'est-ce qu'on veut dire ici? On veut dire ici, est-ce qu'à travers ces dosages-là, on peut déterminer la formule de l'acide? On va poser l'équation de la réaction d'abord. Équation de la réaction. Alors, je prends l'acide carboxylique R liaison COOH plus l'acide caustique HO-, qui va donner ici l'ion carboxylate RCO- plus de l'eau ici. Donc, d'après cette équation, la quantité de matière de l'acide ici est égale à la quantité de matière de la base. Parce qu'il s'agit d'un dosage ici, mol à mol. Alors, cela signifie que la quantité de matière de l'acide, c'est la petite masse de l'acide sur la grande masse de l'acide, qui est égale aussi à la petite masse de la base sur la grande masse de la base B. Et là, je vais prendre la grande masse de l'acide. La grande masse de l'acide va être égale ici à la petite masse de l'acide multiplié par la grande masse de la base sur la petite masse de la base. Voilà, ici c'est 2,04 multiplié par la grande masse de la base. L'acide caustique c'est 40. Alors, divisé par la petite masse de la base qui est 0,80. Donc, la grande masse de l'acide va être égale ici. Ça va être égal 5 fois 4, c'est donc 0, je retiens 2. 5 fois 0, 0 et 2, 2. 5 fois 2, c'est 10. Donc, j'ai 102 grammes par mol ici. Donc, la grande masse de A, d'après cette expérience, qui est égale à la grande masse de R liaison COOH, qui est aussi égale à 102 grammes par mol. Maintenant, avec N égale à 5, je vais aussi calculer la masse molaire. Voilà ça la formule de tout. Donc, pour R liaison COOH, virgule, avec N égale à 5, on a A, E du moins, c'est pas A, c'est E. L'explication. Nous avons E ici qui représente l'acide. L'acide est noté E. Et c'est la base ici qui est l'acide caustique. Je vais noter B. Pour cette expérience seulement. Donc, d'après l'équation de dosage ici, la neutralisation nous dit que la quantité de l'acide qui a disparu E égale à la quantité de la base OH aussi. Donc, ce qui veut dire que la quantité de matière de l'acide, c'est la petite masse de la grande masse. La quantité de la base, c'est la petite masse de la grande masse. En égalant ces deux fractions, je tire ici la grande masse de E. La grande masse de E va être égale à la petite masse de E fois la grande masse de B sur le tout sur la petite masse de B. C'est ce qui est là. Et j'ai fait l'application numérique. J'ai 2,04 multiplié par 40 divisé par 0,8 ici. Alors, c'est ça, c'est le 0 qui est là. Donc, en multipliant par 10, j'ai 20,4 fois 4. Le tout divisé par 0,8. 0,2 c'est 8 fois distance moins 1. Quand la distance moins 1 monte aussi, ça devient 10. Voilà pourquoi j'ai 40 ici. Et je divise 40 par 8, ça va faire 5. Donc je vais avoir 5 fois 20,4 qui va donner 102. Connaissez maintenant que dans N, dans A, N égale à 5. Si N égale à 5 dans A, dans B, N va être égal à 5 et dans B aussi, N va être égal à 5. Donc je vais remplacer ici N par 5. Mais avec R ici, j'ai déjà N à côté. Donc pour N égale à 4, je vais avoir ici le C4, H 9, liaison COOH, et je vais calculer sa masse molaire. Donc la masse molaire de C4, H9, COOH va être égale ici. J'ai 5 atomes de carbone au total, donc je vais avoir ici 12 fois 5, plus j'ai 10 atomes d'hydrogène, donc plus 10, plus les 2 atomes d'oxygène ici, ça va faire 16 fois 2. Ça va être égal, j'ai 12 fois 5, ça va faire 60. J'ai 60, plus 10, plus 32. Donc ici, j'ai 40, 40 plus 30, non, j'ai 70 plus 30, ça va faire 100, donc 102.
masse 2 ici. Gramme par mol. Donc la grande masse de E est bel et bien égale à la grande masse de C9 as de C4 as 9 COOH. Donc cette expérience nous permet bel et bien de vérifier la formule de E. Donc cette expérience permet bel et bien de vérifier la formule de l'acide. De l'acide E. C'est grâce à la